Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors on va continuer l'histoire de la médecine, si vous êtes d'accord. Pareil, vous m'interrompez. Hein. Là, on est dans une période de paix relative, de prospérité, de réflexion. On est entre les dynasties Sui et Song. C'est le moment où la médecine cesse d'être un art de survivant pour devenir une science d'État. L'Empire a besoin de médecins, des médecins compétents, capables de soigner les soldats, les fonctionnaires, les femmes du palais, et transmettre le fameux savoir. La médecine chinoise, jusque-là transmise de maître à disciple, entre dans les bibliothèques impériales. Ça aussi, c'est extrêmement important. Elle devient une discipline complète, encadrée, enseignée, codifiée. À la cour des Tang, au 7e siècle, on fonde des écoles de médecine. 7e siècle. L'empereur envoie des émissaires dans les provinces pour collecter les recettes populaires, les ordonner, les vérifier. Il faudrait que je fasse l'histoire de la médecine occidentale maintenant, en parallèle, pour qu'on voit la différence. On dresse des listes, on classe les herbes, les minéraux, les animaux. En 659, paraît le Xingqiu Benkao, la nouvelle pharmacopée révisée, près de 900 drogues classées avec méthode. C'est un moment fondateur extraordinairement important. Pour la première fois, l'État reconnaît officiellement que la santé publique repose sur la connaissance organisée du vivant. La pharmacopée devient un symbole de civilisation au même titre que la poésie ou la calligraphie. C'est fort quand même. Hein. Mais le génie de la Chine, en fait, c'est d'avoir su allier cette rigueur administrative à une vision humaniste du soin. Dans le même siècle, un homme trace une éthique qui résonne encore aujourd'hui, Sun Simiao, le roi de la médecine. Il écrit, je cite, « Un grand médecin doit traiter les malades comme ses propres enfants ». Pour lui, la compétence technique ne suffit pas, il faut la compassion. Il compose 2 ouvrages colossaux, les prescriptions valant 1000 onces d'or et les prescriptions supplémentaires valant 1000 onces d'or également, où il rassemble des milliers de remèdes, mais aussi des règles morales. Ne jamais discriminer un malade, ne pas se vanter d'une guérison, se former sans cesse, ça aussi c'est très important, je pense que vous, de votre côté, c'est encore le cas, et surtout considérer la vie humaine comme un trésor inestimable, ce qui n'est pas du tout le cas en Occident. Pourquoi ? D'ailleurs, vous savez, on sait pourquoi il y a cette différence de mentalité, on ne sait pas en fait. Sous les Tang et les Song, la médecine chinoise se structure en spécialités. Médecine interne, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, on est au 8e siècle. Des pathologies différenciées. Chaque fièvre, chaque toux, chaque douleur est décrite avec minutie. L'un des chefs-d'œuvre de cette époque, c'est le Shubing Yunyao Lu, le traité des causes et des symptômes des maladies, je devrais arrêter de le dire en chinois, attribué à Shao Yongfang, le Yuanfang, voilà. Il parle plus de démons mais de causes naturelles, humidité, excès de vent, désordre du sang. La lèpre, la petite vérole, les parasitoses, les troubles digestifs y sont observés avec un réalisme parfois cru. On note les couleurs des éruptions, la consistance des sécrétions, l'évolution des paralysies. C'est la naissance d'une sémiologie clinique avant la lettre. J'ai eu, moi, la gale, il y a des années de ça, grâce au métro, merci beaucoup. L'acupuncture m'a permis de guérir ça, et sachant, encore une fois, que j'ai un médecin acupuncteur. Donc, il a été le seul à découvrir ce que c'était, alors que j'étais allé voir une dermato qui m'a dit que c'était le stress. Donc, vous voyez. Donc c'est charmant. Pendant ce temps-là, donc l'acupuncture poursuit son chemin. On fabrique des statues en bronze creuses, percées de petits trous marqués de caractères. À l'intérieur, on verse de l'eau et les étudiants doivent retrouver les points exacts en y insérant les aiguilles. Ça, c'est génial. Si l'eau s'écoule, la piqûre est juste. Si elle reste, il faut recommencer. C'est une pédagogie d'une modernité absolument incroyable. On apprend la précision manuelle avant la théorie. Ça, c'est fou. Les textes, je pense que c'est là la différence. On apprend la précision manuelle avant la théorie. Et la différence entre l'Occident et l'Orient,
encore une fois, hein, mais je dis souvent, c'est la techné, donc l'expérience par rapport à... C'est Platon, Aristote, hein, c'est toujours ça. Je devrais travailler un peu plus là-dessus. Bref, les textes décrivent avec soin les points, les profondeurs, les angles, les contre-indications. Le corps humain devient un véritable territoire mesuré, presque cartographié. Je crois qu'on peut me dire carrément cartographié. C'est toujours les mêmes aujourd'hui. Absolument. On n'a pas rajouté, enlevé, etc. On est certain ça, il n'y a pas un point de plus. Hein. C'est fou, ça. Et la localisation est absolument... invariable, ça. Tiens, j'ai une question par rapport à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que l'IA pourrait aider, pourrait faire avancer les choses, ou n'a aucun... Moi, je pense que ça va faciliter notre évolution, mais dans quelle mesure, je n'en sais pas. D'accord. Je suis fasciné par ça, mais ça a accéléré la recherche. Oui, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, la grande originalité de cette médecine à l'époque, c'est son esprit de synthèse. Les médecins ne s'enferment pas dans une méthode unique. Ils combinent les plantes, les aiguilles, la chaleur, le massage, le régime alimentaire, les conseils psychologiques. La guérison est un accord. Si l'organe souffre, on agit sur le régime. Si le chi stagne, on pique. Si la chaleur brûle, on nourrit l'eau. Le médecin ne choisit pas entre les outils, il les accorde selon la saison, le terrain, le tempérament. Bref, en gros, c'est ce qu'on disait, hein, c'est l'harmonie, finalement. Donc on arrive à la fin du voyage, dans cet empire du milieu, à ce moment où l'histoire se referme sur le geste le plus simple, une main, une aiguille, une chaleur, finalement, il n'y a rien de plus simple, ça paraît dingue. Je repense à la promesse que j'ai faite au début, cette scène minuscule, presque banale, où une moxa d'armoise se consume sur un point du pied qu'on appelle le Yuan-Quan, la source jaillissante. Vous n'utilisez pas ce type de terme Non. D'où le scientifique, quand même. En cancérologie, non, je ne dis jamais, parce que le patient ne supporterait pas, et puis c'est pas une indication dans le cas de ce qu'on a à faire. On est d'accord. L'Occident, je trouve, a choisi l'analyse, la dissection, le détail. La Chine, elle, a choisi la relation, le mouvement, l'écoute. C'est là-dessus que je vois vraiment la différence. Alors, c'est pas une opposition, mais c'est vraiment deux façons de penser la vie. Pour un médecin chinois, le corps n'est pas un assemblage d'organes, mais un paysage de force. On n'y répare pas une pièce défectueuse, hein, on y restaure une circulation, une cohérence. La maladie n'est pas une faute ni une punition. Ça, ils n'ont pas eu la chrétienté. C'est un désaccord, un passage à vide, un déséquilibre dans le concert du vivant. Docteur, j'imagine que quand vous voyez un patient pour la première fois, vous posez doucement vos doigts sur son poignet, c'est ça? Bien sûr. C'est dès le départ. Hein. Non, pas le départ. Pas dès le départ. Et puis, en cancérologie, je l'utilise moins souvent qu'avant, parce que ce qui va déterminer le choix des points, on est toujours dans l'urgence thérapeutique. Ce que j'explique à mes étudiants, il faut qu'en 2 séances maximum, on fasse nos preuves. D'accord ? Donc l'urgence thérapeutique, ça va être de neutraliser tel effet secondaire. Donc ça implique tel point. D'accord ? Plus, alors, quand, il ne faut jamais dire jamais, mais quand il y a un gros trouble, stress, etc., bien sûr que je plonge dans les poux pour voir comment est dérégler l'axe neurovégétatif. Mais la plupart des points ne sont pas guidés par les poux, parce que c'est à la fois la maladie et les chimiothérapies provoquent un tel bouleversement à tous les niveaux que les poux, de toute façon, c'est... Oui, évidemment, tout est en bazar, finalement. C'est le bazar. D'accord, c'est le bordel, bon. pour être Alors, après, quand la bagarre est gagnée, en passe d'être gagnée, là, on affine. Oui, c'est ça. J'adore ça. Hein. Je comprends tout à fait. Donc, si on regarde au-delà des siècles, c'est peut-être ça la grande leçon, là où notre médecine contemporaine, puissante, efficace, parfois inhumaine, c'est vrai, c'est faite technicienne. La tradition chinoise nous rappelle que soigner, c'est d'abord écouter. Ce n'est pas nier la science, tout au contraire, hein, mais il faut rappeler son but, faire revenir la vie là où elle s'est retirée, où elle est en train de se retirer. La médecine chinoise n'est pas un savoir figé, c'est une école d'attention. Elle apprend à lire ce qui circule, ce qui se fige, ce qui déborde. Elle invite à voir dans chaque symptôme non pas un ennemi, mais un message du corps. Ce regard d'une modernité quand même incroyable, dès le départ, on a compris. C'est peut-être ce qu'on a le plus à apprendre d'elle aujourd'hui.
Alors que soigne-t-on quand on soigne ? On soigne des flux, des relations, des manières d'habiter son propre corps. On soigne des vies prises dans le désordre du monde et qu'il faut remettre dans le rythme juste, si j'ose dire. L'aiguille, la plante, la chaleur, le mot, la présence, tout ça, c'est que des moyens de rendre à quelqu'un son souffle intérieur, cette respiration entre le dedans et le dehors. L'histoire, la tradition a rejoint la science. Les deux, maintenant, se sont joints, je crois qu'on peut le dire, pour aller encore plus loin, comme deux fils un peu entremêlés sont plus forts, plus résistants aux tensions, et que grâce à ces actions conjointes, nos malades atteints du cancer peuvent trouver, sinon une guérison, bien sûr, au moins un soulagement et un réconfort. Je crois qu'on peut le dire ça ? Oui. Par rapport aux effets secondaires, nous sommes d'accord. Vraiment. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais nous avons une action incroyable grâce à des points d'oreille sur les douleurs métastatiques, métastases osseuses, métastases digestives, que même les morphiniques, les doses qui assomment les patients sans vraiment les soulager, on est plus costaud, plus efficace. C'est très étonnant ce qu'on obtient. Donc oui, on a une vraie action antalgique. On a nos limites, mais quand même, dans 90% des cas, et les points d'oreille agissant rapidement, un quart d'heure, ils descendent la table, j'ai plus mal. Ils n'en croient pas leur corps. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant. Étonnant, ouais. Je rappelle, ce n'est pas de la magie, c'est de la médecine, de la science qui puise sa force du plus profond des âges. C'est important. Je vous le redis, l'histoire, ce n'est pas que le passé, c'est ce qu'on en fait. Docteur, vous êtes formidable. Je rappelle le titre de votre livre, Les aiguilles qui soulagent. Découvrez tous les bienfaits de l'acupuncture. Vous avez tout le temps 20 ans, en fait. C'est ça qui est formidable. Vous avez la pêche. Et l'envie. Et ça, c'est important. Philippe Janin, merci encore, docteur. Vous revenez quand vous voulez pour le prochain livre. Avec grand plaisir et merci à vous. Timeline, 5000 ans d'histoire. Richard Fremder.